Bonjour et bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et nous allons parler de la place de l'Europe dans cette mondialisation. Une Europe qui accumule les retards dans un certain nombre de secteurs économiques, industrie, numérique. Nous allons voir comment justement elle peut rattraper ces retards. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Clara Chapaz, ambassadrice pour le numérique et l'intelligence artificielle, ancien ministre chargé de ces questions sous les gouvernements Barnier et Bayrou. Pervenche Berès, présidente de l'association Europe Finance Régulation, ancienne députée socialiste européenne de 1994 à 2019. Alors donc, mesdames, on va commencer par faire le constat. Est-ce que vous reconnaissez que l'Europe a accumulé un certain nombre de retards sur l'industrie, la pharmacie, le numérique, etc. Je commence par vous, Pervenche Berès. L'Europe a été la championne de la mondialisation. Ça a été notre acte de foi dans la construction de la paix après la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais vous proposer 3 idées. La première, je pense que dans ce débat-là, nous, la France, on est dans une situation très difficile. Il faut lire Marcel Gauchet. Qu'est-ce qu'il dit, Marcel Gauchet ? Le philosophe. Marcel Gauchet dit la France est un pays républicain, jacobin républicain. Et les démocrates, ailleurs dans le monde, aux États-Unis par exemple, pour ne citer qu'eux, ils sont horizontaux. Quand on est démocrate, on met tout le monde autour de la table. Et le nouveau pouvoir économique n'est plus un pouvoir vertical, c'est un pouvoir de réseau horizontal. Et donc nous, les Français, on n'était pas forcément les mieux armés pour rentrer dans cette bataille. Point 1. Point 2, en Europe, on avait besoin de créer la confiance entre nous. Et donc ça, c'était quand même un peu difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un truc qui s'appelle le pacte de stabilité. Ouais. Et de croissance, a-t-on rajouté, mais ça, c'était pas tellement le sujet. Le sujet, c'était qu'il fallait pas trop dépenser d'argent pour être sûr qu'on se surveille tous bien les uns et les autres. Et donc, la question de l'investissement, c'était pas à la mode, ni public, ni privé. C'était quasiment, il fallait vraiment laisser ça sous surveillance. Et la troisième chose, c'est qu'on était tellement confiants dans la mondialisation et dans notre force qu'on n'a pas bien mis en œuvre, qui était qu'on allait créer un marché de je ne sais pas combien de consommateurs, pas de producteurs, de consommateurs. Et c'est ce que les Britanniques appellent l'effet Wimbledon. Qu'est-ce que c'est l'effet Wimbledon ? C'est, en fait, ce qui est important, c'est que ça se passe à Wimbledon. Quelle que soit la nationalité des joueurs, on s'en fiche. Ouais, tennis. Et les Britanniques, ils comprennent que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et nous, il faut qu'on comprenne aussi que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que le marché intérieur, les 3 domaines qui sont les plus en pointe aujourd'hui et qui sont des sujets de réseau, l'électricité, les télécoms, l'IA, machin, patacoufin, et la finance, c'est les 3 où on n'a pas fait notre marché intérieur. Donc on est doublement pénalisé, non producteur et un marché intérieur qu'il faut achever. Clara Chapaz, votre analyse. Oui, alors moi je parlerai des enjeux que je connais, c'est-à-dire numérique et aujourd'hui aussi intelligence artificielle. J'ajouterai, je pense que c'est extrêmement bien exposé, j'ajouterai un 4e enjeu, peut-être en particulier sur mes sujets, c'est que pendant longtemps, on a considéré que le numérique, finalement, c'était un peu de la tuyauterie. Ouais. Il fallait faire, mais on ne réfléchissait pas vraiment à avec quoi on fait. On réfléchissait plus à il faut se digitaliser parce que des enjeux de productivité, des enjeux importants, technologiques, etc. Mais d'ailleurs, les ministres du numérique, pendant longtemps, ont été en charge de l'adoption de la digitalisation. Mais on n'avait pas nécessairement compris que derrière la dimension technique, en fait, c'était une dimension éminemment stratégique. Et donc, toute la première vague, disons, industrielle du numérique, donc toutes les grandes entreprises qu'on voit aujourd'hui, tout l'aspect Internet du numérique, en fait, on a été, en effet, plutôt consommateur, avec une ambition d'adopter très vite, plutôt que constructeur. Et ça a basculé, alors ici en France, depuis 2017, avec ce discours un peu fondateur du président Macron sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Quand on dit autonomie stratégique, on pense tout de suite aux enjeux de défense, mais en fait, déjà, dès 2017, il y avait l'enjeu du numérique, de se dire, au-delà du tuyau, il y a des réseaux, en fait, il y a un enjeu de souveraineté immense, puisque ces technologies, aujourd'hui, transforment tout.
l'éducation, l'accès à l'information, la santé, la recherche, la capacité à créer nos propres médicaments. Enfin, le numérique est partout. Donc, c'est un enjeu éminemment stratégique. Et donc, en fait, juste faire, bien sûr, c'est important, puisqu'on veut que l'économie se digitalise et que les gains de productivité associés, de créativité associés aient lieu ici en Europe, bien sûr. Mais juste faire avec les outils d'ailleurs, c'est devenu un enjeu de vulnérabilité. Et donc, l'importance du numérique comme impact stratégique, finalement, a un peu mis du temps à être compris comme tel. Et du coup, ça répond toutes les deux à ce que vous dites. C'est que, souvenez-vous, en 1994, lorsque les États-Unis nous offrent les autoroutes de l'information, nous offrent Internet, ce qu'on a fait, Pervenche Berès, c'est qu'on s'est contenté d'être consommateur. Alors, moi, c'est très drôle parce que j'ai un débat que j'ai fait pour la Fondation Jean Jaurès avec Pascal Lamy. Oui, qui était commissaire à l'époque au commerce. Non, oui, et où c'est un peu... où on a eu une discussion constructive, on peut dire ça comme ça, sur la question de la valeur de la donnée. Oui. Parce que nous, Européens, dans notre culture, et personne ne propose de remettre en cause cette culture, ce rapport au monde, eh bien, la question de la donnée est une question de l'humanisme, de la propriété humaine. Tandis qu'aux États-Unis, c'est une question de marché commercial. Et donc, c'est un débat très, 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 très vieux, mais dont on voit aujourd'hui l'effet volcanique. Donc, oui, sur ce rapport de consommateur et aussi, Clara Chapaz, de naïveté. Ils nous ont offert les autoroutes de l'information et on les a pris telles quelles. Moi, je me souviens des débats à l'époque, il y a encore 30 ans, où je questionnais pourquoi on ne crée pas notre Google, pourquoi on ne crée pas nos outils. Et la réponse était toujours la même. Après tout, les Américains ont le leur. C'était pareil sur la carte bleue. Bien sûr. La carte bleue, on n'a pas fait parce que les banques trouvaient qu'elles n'égaleraient pas assez d'argent. Et je pense qu'il y avait deux choses dans ce sentiment-là aussi. Bon, déjà, une influence de ces grandes entreprises qui sont arrivés avec des codes de consommateurs, qui, avec leur logo, leurs couleurs, leur capacité à créer de l'événementiel, de l'intérêt, ont créé une certaine fascination. On était face à des entreprises qui, au-delà de l'entreprise, proposaient tout un univers qui fascinait. Et puis aussi, je crois quelque chose, parce que pour le coup, l'importance stratégique du numérique, je pense, on a bien basculé, on y reviendra, et l'importance de la souveraineté dans le numérique aussi. Maintenant, il faut mettre en œuvre, il faut aller plus vite, mais je pense qu'il y a eu ce basculement. Mais peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas encore complètement bien progressé, il y a eu aussi un peu ce sentiment, finalement, du manque de confiance en nous, dans notre capacité à faire aussi bien que les autres. Et donc à se dire, et ça on le voit dans les entreprises, dans les administrations, il faut faire avec les meilleures solutions et pas à se dire mais en fait les meilleures solutions ça peut être nous. Et donc tout l'enjeu, et notamment l'enjeu de la prise de risque, de l'innovation, cette fameuse Startup Nation qui a été un peu critiquée parfois, en fait c'était ça aussi dans les 10 dernières années, c'était de pouvoir dire en fait on a tous les talents. On a le mot entrepreneur, qui d'ailleurs est un mot français. Contrairement à ce que Bush-Fils pensait. et donc bien sûr qu'on peut et qu'on a la capacité, mais que pour pouvoir construire des alternatives, il faut aussi se faire confiance en nous, en nous-mêmes. Alors, avant d'aborder les solutions, Pervenche Berès, je disais que vous avez été députée socialiste européenne de 1994 à 2019. Comment vous expliquez qu'on ait également loupé le tournant de l'industrie, qu'on ait cru que l'Europe allait basculer uniquement sur les services? Est-ce que vraiment à cette époque-là, on ne croyait plus, nous, Européens, à l'industrie? Mais ça boucle par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On pensait à la valeur du marché. Et l'achèvement du marché intérieur, on a eu du mal à le faire. Mais quand même, au nom de cet achèvement du marché intérieur, on a fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire ? Qui s'appelle l'euro. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte la force qu'on a ? Mais c'est extraordinaire. Oui, mais ça ne nous a pas permis de nous industrialiser. D'accord, mais ça nous fait quand même dans nos atouts, dans nos forces, dans nos bases, dans nos socles, dans nos valeurs, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, il ne faut pas oublier. Bon, alors peut-être qu'on n'a pas bien fait ça, mais ça, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas bien fait. On l'a fait formidable. Formidable. Et non, l'industrie, c'est vrai, mais c'était l'air du temps. C'était la mondialisation heureuse, fallait on disait. délocaliser, Vous vous forcément. souvenez ?
Ouais, ouais. et on allait sortir la Chine de la misère. Ben, on a réussi, hein. Bon, alors après, il y a eu des voix qui s'exprimaient déjà dans les négociations, dans les échanges internationaux, qui s'organisaient dans une structure avant l'Organisation mondiale du commerce qui s'appelait le GATT, qui Ouais, était 94, basculement voilà, qui était à l'idée l'OMC. que le libre-échange, on allait avoir un avantage compétitif de toutes Ouais. les économies et qu'on allait tous s'aimer et produire pour la planète entière. Bon, non seulement la planète, elle n'en peut plus d'une certaine manière, Ouais. mais en plus, il faut que chacun s'occupe de son propre marché. Et là, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui doit nous donner confiance dans le fait qu'on comprend qu'il y a un enjeu stratégique, non pas de seulement consommer, mais de construire. En tout cas, ici en France, c'est que tout le spectre politique, c'est ce que disait le Premier ministre Sébastien Lecornu hier, ici aux rencontres d'Aix, tout le spectre politique est convaincu de cette importance de la notion de souveraineté. Donc, on a un basculement. Alors, sur le sujet du numérique, on en a vécu un exemple frappant dans ces dernières semaines. Quand un de nos alliés décide, Les États-Unis d'une heure à l'autre, de couper l'accès aux modèles les plus avancés d'intelligence artificielle et qu'on s'imagine l'IA étant utilisée partout aujourd'hui. Ces modèles qui peut-être pourraient être derrière nos hôpitaux, derrière nos professeurs pour mieux former les élèves, derrière nos services publics, derrière les infrastructures de paiement. On s'imagine bien sûr tout de suite de façon très crue l'importance stratégique de cette intelligence artificielle. Là où peut-être avant, ça restait un peu conceptuel et on n'avait pas pris complètement conscience, en tout cas pas dans l'Europe entière, et que quand les Européens regardaient cette vision du président Macron d'autonomie stratégique et de l'importance du numérique, certains de nos partenaires disaient « bon, c'est gentil, mais il y a d'autres choses bien plus importantes ». Aujourd'hui, ce basculement-là, il nous permet, je crois, d'accélérer sur cette question et de se dire... La souveraineté, c'est bien sûr la souveraineté agricole, la souveraineté industrielle, mais c'est aussi la souveraineté numérique pour ne pas dépendre d'autres. Souveraineté, qui était un mot banni il y a encore 4 ans. Moi, quand j'allais chaque année à Bruxelles interroger la Commission, ces dernières décennies, on ne me parlait que de signer des accords de libre-échange. C'était vraiment... Et alors, quand je posais la question, mais pourquoi ? Enfin, quelle est la finalité ? La réponse était toujours la même, pour du business, pour de la croissance. Mais le bien-être des Européens, il n'était pas dans l'équation. Le monde a changé et ce débat, l'ancien responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, l'a mené comme responsable des affaires étrangères avec tous les ministres des Affaires étrangères. Il avait initié un débat justement sur la question de la souveraineté. Et au début de la précédente commission, donc la première commission de Madame von der Leyen, en 2019, le débat, c'était est-ce qu'il faut parler autonomie stratégique ou souveraineté ? Ça leur a pris 6 mois pour préférer... Bon, maintenant, c'est un débat. Et attendez, il y a un autre mot qui était à la mode, c'était résilience. Oui, mais mais qui n'avait aucun contenu. Faites attention parce que ici à Aix, je participe à un débat sur la résilience européenne. Donc, mais pareil, sur la question de l'industrie, tout à l'heure, vous m'avez dit, et l'industrie, qu'est-ce que les Européens ont fait ? Il ne faut pas non plus être totalement maso. Parce que sur l'industrie, l'Europe, elle s'est construite sur l'industrie du charbon et de l'acier. Ce qu'on a fait à ce La moment... CK, oui. Voilà, mais à ce moment-là, c'était correct. Oui. Mais le monde bouge. Et là où l'Europe a peut-être été un peu lente, c'est le changement des rapports de valeur et de production. Et la grande révolution, ici, on parle de rupture, de machin, de trucs. Bon. De quoi on parle ? On dit que la chaîne de production et le rapport entre les fournisseurs et les producteurs a changé. Ouais. Aujourd'hui, dans une automobile, l'automobile, c'est important, mais toute l'IA, l'électronique, les batteries embarquées, c'est quasi plus important. Ouais. Alors, bon, comment on passe, Clara Chapaz, de la réaction, parce qu'on est toujours en réaction en Europe sur tous les domaines, comment on passe de la réaction à l'anticipation ? Mais je pense que le contexte actuel géopolitique que l'on mentionnait, ce monde plus fragmenté, nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une agilité bien plus grande peut-être que précédemment dans le fait d'avancer ensemble sur ces sujets. Alors déjà, il y a des choses qui marchent. Je pense qu'il faut le dire. Et en avoir conscience, c'est important parce qu'on ne va pas se vendre en se disant qu'on est les moins bons, quoi. Généralement, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui marche ?
on a les talents. Et ça, c'est une question immense d'anticipation parce qu'on ne crée pas les meilleurs scientifiques dans l'intelligence artificielle notamment du jour au lendemain. Et cet investissement constant de la France, de l'Europe sur les talents, c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'être dans la course de l'IA. C'est ce qui nous permet d'avoir des Arthur Mensch de Mistral, des Yann Lequin de Amilabs et tous ces talents français et européens qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde entier sur ce domaine spécifique. Deux, vous avez parlé de toute la chaîne. Un des atouts qu'on a, c'est nos infrastructures. Pareil, du temps long, l'infrastructure. Et notamment cette énergie nucléaire abondante, stable, décarbonée, qui, à l'heure où le monde entier, tous ces labos d'intelligence artificielle, cherchent à entraîner leurs modèles, à brasser de la donnée, À ont créer des besoin, centres de données. du coup, pour leur centre de données, Ouais. d'électricité. C'est un avantage compétitif. Bien qu'il y ait des Énorme. problématiques d'environnement Énorme. sur les centres Oui, de données. mais ils sont mieux. Penser qu'on les gérera mieux nous que d'autres Exactement. qui se fichent de ces questions-là. Exactement. Donc on a une valeur ajoutée dans ce domaine à apporter. Et puis en plus, ils tournent au nucléaire. C'est quand même mieux qu'ils tournent chez nous qu'ils tournent À ailleurs. condition qu'il y ait Je pas crois qu'on d'incident- on sera d'accident d'accord nucléaire, là-dessus. évidemment. Et puis, cet écosystème entrepreneurial très dynamique. Ici, il y a des entreprises dans tous les secteurs de l'IA, de la défense, de la santé, etc. Bon, qu'est-ce que, par contre, on doit davantage faire et sur lequel il faut absolument continuer à anticiper? Je crois qu'il y a peut-être la plus importante des choses, c'est utiliser nos propres solutions. Vous l'avez dit, on a été les très bons élèves de l'OMS, à toujours ouvrir, tout le monde jugeait pareil. De l'OMC, De l'OMC, pardon. Quand beaucoup de pays, notamment la Chine et les États-Unis, qui sur ce secteur sont très en avance et très à la pointe, eux ont décidé d'aller choisir pour eux-mêmes leurs propres solutions. Donc, assumer cette préférence européenne. Et là, ça bouge. Là, il y a quelques semaines à Vivatech, l'Allemagne et la France ont annoncé vouloir avancer ensemble sur cette question. C'est une très, très bonne chose. Mais d'avoir cette capacité de dire on va d'abord se tourner vers nos solutions, c'est très important. Alors, pour construire l'administration notre marché. le fait. Le problème, c'est que les entreprises ne le font pas assez. Le président de la République s'est exprimé au sommet de l'IA de Berlin, où il a vraiment invité les entreprises à acheter des services européens, mais ça ne fait pas, ou très lentement. Il y a des entreprises qui le font. Il y a Très des lentement. entreprises qui font le choix de Mistral, par exemple. Je ne vais pas citer, mais il y a des grandes... Il y a une grande banque qui officiellement a dit, fait de la publicité sur son partenariat avec Mistral. Et c'est pas parce que c'est une entreprise française, c'est un mouvement qu'on voit à l'échelle de toute l'Europe. Et tout ce qu'on vient de dire sur comment bien faire de l'IA, c'est en Europe. Ça suppose quand même de réfléchir à comment on le fait. Et ça suppose de mettre en œuvre un concept que j'aime beaucoup, qui est celui de nos vulnérabilités utiles. On n'a pas été toujours les premiers. Mais quand nous, on va monter à bord maintenant sur la question de l'IA ou du cloud, et les deux sont totalement liés, parce que si vous mettez toutes vos données de votre IA sur un cloud, un nuage qui est ailleurs, vous perdez la guerre. Vous perdez la guerre. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ça. Ça suppose qu'à l'échelle européenne, on mobilise tout le monde. On se serve de nos atouts, notre énergie, nos marchés des capitaux. Et ça, c'est un très grand débat. Et moi, il y a une chose dont je souffre, c'est que je pense que le débat quand même entre les acteurs des marchés financiers et les acteurs de l'entreprise est un débat où chacun parle trop de son objectif. Et par exemple, les industriels ne comprennent pas toujours à quel point c'est important pour eux de dépendre plutôt de financement européen que de financement extra-européen. Ce qui doit permettre de recycler notre épargne au service de notre ambition plutôt que d'aller financer celle des Mais quand autres. vous voyez l'Allemagne, par exemple, qui d'un point de vue industriel décide d'acheter sous licence des technologies américaines pour fabriquer l'industrie de défense en Europe des C'est un exemple qui ne nous plaît pas. Oui. Mais par exemple, Mais ce n'est pas un bon signe. Mais on voit aussi la même Allemagne qui décide de sortir de Palantir et de travailler avec Chaps Vision pour pouvoir équiper ses services. Donc, Palantir, on a société américaine, Chaps Vision, société française. Donc, qui permet de regarder, d'analyser, de comprendre les risques qui pèsent sur nous, les démocraties. Donc, très, très important. C'est un service critique. Donc, on voit ce basculement. Donc, oui, il y a encore des exemples de choix. Mais quand même, je pense que ça bascule. Et ce que je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que non seulement cette question, elle est européenne, mais je pense que ce qui est très intéressant et un potentiel énorme pour nous, Européens, dans le monde que l'on vit, c'est que cette question, elle résonne largement au-delà de nos frontières. C'est-à-dire J'étais il y a
quelques semaines avec le président de la République au Kenya pour le sommet Africa Forward. Nous avons eu une partie du sommet sur l'IA. Et il y avait une discussion avec un certain nombre de chefs d'État africains. Et honnêtement, on avait exactement la même conversation qu'on a là. Parce que tous ces chefs d'État disaient la même chose. Ils ne veulent pas être coincés avec les technologies américaines d'un côté ou chinoises de l'autre. Ils veulent en fait être libres. Et être libre, c'est construire ensemble, Européens, mais avec aussi l'Afrique, avec le Japon, la Corée, tous nos partenaires, l'Inde, pouvoir construire ensemble nos propres solutions pour nous-mêmes dans cette troisième voie du numérique qui nous permet d'être moins vulnérables, moins dépendants. Et cette question, ici à Aix, tout le monde parle progrès. Le thème des journées, c'est un monde sans repères. Et dans ce monde sans repères, donc on voit bien que nous, Européens, cette question de la souveraineté dont on a beaucoup parlé dans cet échange, elle est juste centrale. Et il y a zéro souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté technologique. Oui. Et derrière, pourquoi est-ce que nous, on veut être souverains? Parce qu'on veut rester des démocraties. Et donc, pour rester des démocraties, on doit récupérer la maîtrise de notre technologie, investir en ce sens. Et c'est sur cette base-là que d'autres dans le monde n'ont pas besoin de nous comme des maîtres, mais veulent faire alliance avec nous dans un partenariat bien compris. C'est le sens du discours de McCartney. C'est ce que vous rapportez des échanges qu'on peut avoir au Kenya, au Brésil ou ailleurs. Alors, comment on fait, Clara Chapaz, pour être innovant tout en maintenant, ce que vous disiez, le cadre de la démocratie, donc encadrer l'utilisation de l'IA et ne pas répondre forcément aux critiques américaines qui disent que l'Europe encadre beaucoup trop, réglemente beaucoup trop. En fait, je pense que c'est l'innovation qui nous garantit de définir notre propre cadre. Parce que, bien sûr, et c'est fondamental, on a posé des règles sur les réseaux sociaux, sur les grandes plateformes de commerce, sur les modèles d'intelligence artificielle qui disent, de la même façon que quand on importe une voiture du Japon en France, le volant doit être du bon côté, les normes de sécurité doivent être respectées, qui dit la même chose. Vous voulez accéder à notre marché de 450 millions de consommateurs, alors voilà les règles. Mais si on veut être vraiment puissant dans ce monde fragmenté, on est bien plus puissant en ayant nos propres outils. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on court un peu après les réseaux sociaux parce qu'on se rend compte, et c'est là où l'impact sur la démocratie est vraiment fondamental. Ce n'est pas simplement un truc technique de tuyauterie, le numérique. On se rend compte aujourd'hui que les heures que passent les jeunes par jour sur les réseaux sociaux ont un impact horrible sur leur santé mentale, sur leur développement cognitif. Et donc, on va, avec nos alliés, pas à pas, construire une position très simple qui dit pas de réseaux sociaux avant 15 ans, parce qu'il faut que nos jeunes puissent être protégés. Mais qu'est-ce qu'ont en commun tous les réseaux sociaux? TikTok, Instagram, Facebook. Il n'y a pas une entreprise européenne. Donc, sur l'intelligence artificielle, si on veut être en contrôle, en maîtrise, bien sûr qu'il faut nos propres outils, il faut nos règles, mais avant tout nos propres outils avec nos alliés. Et on s'est réveillés. Enfin, vous voyez bien l'ambiance ici à Aix, vous voyez bien l'ambiance à Vivatech. Il y a une prise de conscience que c'est une bataille qu'on doit gagner pour les Européens eux-mêmes. Et il y a des champs où on est en tête. L'Europe et la France. Et alors, c'est des choses, ne me demandez pas de vous expliquer dans le détail ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas encore tout compris. Mais tout le monde sait que la prochaine bataille après l'IA et le cloud, c'est le quantique. Et le quantique, je ne sais pas si c'est l'esprit qui surfe, ça y ressemble, mais c'est une bataille où on est en avance. Et où on est en avance pour définir le code de production et le mode d'emploi. Donc, c'est pas mal. Alors, le code de production et la réglementation, elle est dans un organisme qui se situe aux États-Unis et qui a décidé aussi de normer, alors que vous avez raison, il y a des startups en France qui sont en avance depuis un certain nombre d'années, Alice et Bob, etc. Donc, là aussi, est-ce que vous, Pervenche Berès, qui avez été à l'Europe, est-ce que vous avez sentiment d'avoir trop réglementé ou pas, d'avoir bridé ce secteur? Il y a un grand débat qui est en cours, qui est le mot d'ordre du deuxième mandat de Mme von der Leyen, c'est la simplification. L'omnibus, l'omnibus, ça veut dire qu'on prend plusieurs textes et on les met dans un et on les simplifie pour les faire avancer, en s'assurant de s'arrêter à toutes les étapes des textes. Moi, je mets en garde contre une chose, qui est qu'au nom de la simplification, il y a une espèce de course à la compétitivité affolée
par rapport aux défis que pose la compétitivité des économies américaines et chinoises et qu'on perde ce qu'on est nous-mêmes. Ce qu'on est nous-mêmes, c'est une démocratie qui se préoccupe de la question de la place des hommes et des femmes face à la technologie. Oui. Eh ben, je ne propose pas d'abandonner ça. D'accord. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos réponses. Merci à Merci. vous. Aux avant-postes, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.